Chers amis, bonjour, ici Paul Méniol, postdoctorat en biologie pour la Science te parle. La vidéo que vous allez voir est une interview de François Gémen que nous avons réalisée avec Sami Bennouna qui est étudiant en thèse en histoire environnementale au milieu du mois d'avril 2023. L'objectif de cette interview est essentiellement de parler du livre de François Gémen, L'écologie n'est pas un consensus, dont je vous ai déjà parlé une fois en vidéo, et je vous recommande très fortement d'acheter ce livre. Petite annonce avant de faire l'introduction de cette interview, j'ai lancé un concours de présentation scientifique en vidéo. C'est-à-dire si vous êtes chercheur, même si vous êtes étudiant, que ce soit étudiant en thèse ou même en master, si vous êtes technicien, professeur assistant, maître assistant, qu'importe, vous pouvez m'envoyer une présentation de 3 minutes 180 secondes en vidéo et vous pourrez en ce cas participer au concours. La date limite est le 1er juillet et la vidéo en bas que j'épingle vous permettra de savoir les conditions exactes et les règlements du concours. Étant donné que le temps de l'interview était limité, je vais vous lire, nous n'avons pas pu lire les discours que nous avions écrits pendant l'interview, c'est-à-dire que nous proposons 3 discours à François Gémen et on va le comparer au discours écologique et on va lui demander si le discours écologique peut s'inspirer de ces discours-là ou non. Donc nous avons travaillé sur ces discours en fonction de livres, etc. Donc moi je vais vous lire en voix off ces discours lorsque ils arrivent et comme ça vous pouvez savoir exactement de quoi on parle et ce sur quoi François Gémen répond. Sachant que 1 mois et demi avant l'interview, nous lui avons envoyé les 10 pages de script, oui ça fait 10 pages, pour qu'il puisse préparer l'interview. Je tiens également à remercier vraiment de tout cœur, infiniment, François Gémen qui a accepté de passer sur cette chaîne, qui n'est pas très connue, 2500 abonnés. Et petite réflexion, c'est la magie d'Internet. Moi qui suis simplement postdoctorat en biologie, qui ai lancé cette chaîne pour contrer les absurdités qui étaient racontées sur la Covid-19 et sur le SARS-CoV-2, et qui continue à vous parler de science pratiquement tous les jours avec des shorts ou des vidéos. C'est exceptionnel de pouvoir interroger quelqu'un comme François Gémen et c'est la magie d'Internet. Prenons soin d'Internet parce qu'il nous permet de communiquer entre nous et prenons soin de lutter contre la désinformation scientifique. Je remercie également Sami qui a travaillé avec moi sur cette interview et qui était présent le jour de l'interview. Et d'ici quelques jours sortira un débrief que Sami et moi avons enregistré le même jour d'ailleurs que l'interview, où nous parlons de cette interview. 2 vidéos pour le prix d'une. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir. Qui va nous parler de son dernier essai que je montre ici, l'écologie n'est pas un consensus. Sami va m'aider dans cette entreprise, à dire vrai, il a déjà beaucoup travaillé en amont sur les questions à poser. Il y aura 3 parties dans cette interview et une, si le temps nous est disponible, 4e avec la question bonus. Dans la première partie, le professeur François Gémen et Sami se présenteront rapidement. Puis mon invité présentera ce qu'est le GIEC, parce que sur Internet, on dit beaucoup de choses assez fausses là-dessus. Dans une seconde partie, Sami posera des questions générales et puis on discutera de la thèse principale du livre, le récit de l'écologie politique comme l'un des principaux enjeux du XXIe siècle. On le comparera à 3 récits déjà existants. Alors, il faut être clair, un essai aussi riche demanderait des heures et des heures de discussion. Nous avons dû faire un choix, mais un conseil, achetez ce livre que je vous montre ici. C'est chez Fayard, je crois. Hein. C'est chez Fayard, oui. Chez Fayard. Alors, partie 1, présentation de l'auteur, de Sami et du GIEC. C'est à vous. Vous voulez que je commence? Oui. Eh bien, donc, je suis chercheur. Je travaille principalement pour le FNRS, donc le Fonds belge de la recherche scientifique, l'équivalent belge du CNRS. Et je suis affecté à l'Université de Liège, dans le sud-est de la Belgique, où je dirige l'Observatoire Hugo, qui est un centre de recherche dédié à l'étude des liens entre les changements environnementaux et les migrations. Et ma recherche porte principalement sur les dimensions humaines et politiques du climat, qui touchent à la fois la question des impacts et la façon dont le changement climatique va transformer certaines sociétés, en particulier les sociétés du Sud, et aussi sur la question de la gouvernance du changement climatique, en particulier de la gouvernance internationale du changement climatique, notamment via les négociations internationales. Alors, ce sont des matières que j'enseigne aussi à Sciences Po et à la Sorbonne, et je suis donc auteur principal pour le GIEC, ce qui veut dire que je suis chargé d'écrire certaines parties
des rapports. Moi, je suis versé au groupe de travail numéro 2, qui travaille sur les questions d'impact, d'adaptation et de vulnérabilité. Alors, vous avez parlé du groupe numéro 2. Combien est-ce qu'il y a de groupes dans le GIEC? Alors, il y a 3 groupes qui travaillent chacun sur un aspect différent de la question. Le premier groupe travaille sur la mesure du changement climatique et donc sur les données, je dirais, un peu brutes, sur la question de modélisation, notamment des climats futurs. Et on va y trouver essentiellement des climatologues, des physiciens, géophysiciens. Le deuxième groupe travaille sur la question des impacts de la vulnérabilité et de l'adaptation. On va y trouver évidemment des climatologues, mais aussi des écologues et des sociologues, des économistes, des gens qui vont travailler sur les impacts humains du changement climatique. Le troisième groupe, quant à lui, est consacré aux solutions pour répondre aux défis climatiques et pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, on va y trouver également des économistes et des ingénieurs, par exemple. Et donc, en tout, les 3 groupes de travail vont rendre chacun un rapport, et c'est l'ensemble de ces 3 rapports qui va constituer le rapport de synthèse, le rapport d'évaluation du GIEC, qui est produit tous les 6 à 7 ans. Donc, le GIEC fonctionne par cycle, et à chaque cycle, les auteurs sont renouvelés. D'accord. Maintenant, on va laisser Samy se présenter. Alors, je suis Samy Bounois, je suis enseignant, j'enseigne histoire-géographie dans l'Académie de Lille et actuellement je fais une thèse en histoire environnementale. Donc, je travaille sur les résistances aux pollutions industrielles dans le nord de la France et en Belgique, au temps de la première industrialisation, donc de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ah, super. On avait fait une vidéo ensemble d'ailleurs où il présentait un certain nombre de ses résultats et de travaux. Enfin, tu nous parlais aussi des méthodes que tu employais pour analyser ça. Alors, comme je disais, dans la seconde partie, il va y avoir des questions générales. Et là, je laisse la parole à Samy, puisque c'est lui qui a préparé cette partie-là. Donc, je laisse Samy poser les questions. Oui, quelques questions sur votre dernier livre, avant un peu d'élargir la focale. Votre livre repose sur un constat qui est très dur, mais qui est de plus en plus évident. Malgré le travail du GIEC, dont vous avez dit un mot, malgré la solidité de toutes les connaissances accumulées sur le changement climatique, eh bien, se pose le problème de l'inaction. Vous écrivez, par exemple, « L'inaction politique sur le sujet n'est pas le fait d'un manque de connaissances, mais d'un manque de volonté. Les gouvernements choisissent de ne pas agir. » Alors pourquoi un tel gouffre entre la solidité du consensus scientifique sur la catastrophe écologique et climatique, d'une part, et la faiblesse de l'action des gouvernements? Comment l'expliquez-vous? Je pense que ça tient à plusieurs raisons et pas à une seule et unique raison. Je dirais que, avant tout, je pense qu'il y a encore largement cette perception qui est en train de changer un peu, mais qui reste très ancrée, cette idée que le changement climatique serait une cause à laquelle nous serions sensibles, comme on peut être sensible à d'autres grandes causes, mais que ça ne mobiliserait pas fondamentalement nos intérêts. Et notamment que nous n'aurions pas vraiment intérêt, au sens premier du terme, à lutter contre le changement climatique. Et donc ça, je pense que ça reste quelque part un frein très important à l'action. Et puis, il y a des problèmes de physique climatique, le fait qu'il y a un décalage dans le temps et dans l'espace entre nos actions et les conséquences de nos actions qui ne nous permettent pas de récolter les fruits immédiats de nos actions ou, à contrario, de subir les conséquences immédiates de nos actions. Et puis, je dirais qu'il y a aussi le fait que, globalement, nous avons tendance à attendre, et particulièrement en France, nous avons tendance à attendre beaucoup des gouvernements, mais sans vraiment donner au gouvernement le mandat d'agir. Et donc, quelque part, nous reprochons au gouvernement des choses que nous ne lui avons pas donné mandat de mettre en œuvre. J'ai une question, si vous me le permettez, là-dessus, et qui va reprendre un peu ce que vous disiez au début, où vous travaillez sur le lien entre l'émigration et le changement climatique. Et là, on a parlé justement de mandat politique, etc. Parlant de ça, je me pose cette question depuis quelque temps, en tout cas depuis que je vous lis et depuis que je vous écoute. Comment ça se fait que l'extrême droite européenne, qui s'oppose aux migrations et à l'immigration venant d'ailleurs pour venir en Europe, ne comprend-elle pas que le changement climatique va faire qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont se déplacer dans les décennies à venir
et que donc l'Europe devra recevoir de fait beaucoup plus d'immigrés. Pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas là-dessus et pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas ces phénomènes-là? D'abord, je pense qu'il commence à y travailler et que l'extrême droite, de plus en plus, a compris la nécessité pour elle de développer un programme aussi sur les questions écologiques et sur les questions climatiques. Et d'autre part, vous faites crédit à l'extrême droite d'une certaine forme de sincérité. Moi, je pense qu'elle surfe uniquement sur toute une série de peurs qu'elle va agiter. Et en réalité, si vous voulez, elle va avant tout travailler sur ce qui est à l'œuvre aujourd'hui et sur ce que les gens observent, et elle va quelque part avoir tendance à ne guère prêter attention aux prévisions, a fortiori s'il s'agit de prévisions scientifiques, sur ce qui va se passer dans le futur, à mon avis. Cette question d'ailleurs, oui. Mais soyons clairs, c'est un risque. C'est-à-dire que quand toute une série et c'est un discours qu'on entend beaucoup, y compris de la part d'activistes pour le climat, quand on va présenter le changement climatique comme avec un risque majeur de déplacement massif de population, et quand on va dire attention au changement climatique, vous allez avoir des millions de réfugiés demain, ce faisant, on renforce une sorte de narratif de l'extrême droite, un narratif xénophobe qui va présenter les migrations par essence comme des menaces. Et ça me paraît assez dangereux, effectivement, parce que la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions, comme on dit. Mais au-delà de la politique, il y a la science. On est tous les trois chercheurs. La recherche sait qu'il va y avoir ces migrations, pas seulement d'ailleurs des pays pauvres vers les pays les plus riches, au sein même de l'Afrique, de l'Asie, etc. C'est un fait établi. J'ai même envie de dire surtout, l'essentiel de ces migrations seront en fait surtout des migrations internes ou des migrations régionales. Et donc, les présenter parfois comme une sorte de nouvelle vague migratoire à laquelle nous n'aurions pas les moyens de faire face, va contribuer parfois à renforcer un narratif xénophobe. Et donc, tout le problème, c'est effectivement entre ce qu'on sait aussi et la manière dont on va le présenter. Et il y a même toute une série de résultats sur le changement climatique, sur la manière dont on va les présenter, peuvent être présentés de façon plus alarmiste ou de façon plus volontariste, alors que ce sont les mêmes résultats au départ. Oui, d'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, et ce que vous venez de dire fait écho à un aspect important de votre réflexion. Vous faites référence au décalage patent, je vous cite, entre les responsables de la catastrophe climatique, donc principalement les pays développés, les pays riches, et ses victimes, donc principalement les pays pauvres, les pays en développement. Donc pour réduire ce décalage, instaurer une vraie justice climatique, il serait nécessaire de viser une perspective cosmopolitique, de dépasser en quelque sorte le cadre national de la démocratie. Alors comment concrètement peut-on opérer un tel dépassement ? Je pense que c'est absolument indispensable. C'est-à-dire que la physique du climat nous contraint à être profondément liés les uns aux autres dans une sorte de communauté de destin. Et que le climat futur de la France, on le sait, ne dépend pas du tout des actions que va mener le gouvernement français, même si le gouvernement est exemplaire dans son action climatique, ça ne changerait pas grand-chose aux impacts que la France subirait. Et de la même manière, nos décisions à Paris ou partout ailleurs en France ont un impact sur le climat au Bangladesh, au Pakistan, en Afghanistan, aujourd'hui et demain. Et donc, en fait, nous sommes tous liés profondément les uns aux autres par le changement climatique et ses propriétés physiques. Et j'ai l'impression que plus nous prenons la mesure de ce lien très profond qui nous unit les uns aux autres et du fait que, littéralement, notre futur dépend des actions des autres, plus nous avons des velléités d'indépendance, d'autonomie, de souveraineté, etc. Je crois qu'il est très important de reconnaître, au contraire, que nous avons une responsabilité, non pas uniquement pour nous-mêmes ou pour le groupe social que nous définissons comme le groupe vis-à-vis duquel nous avons des responsabilités, mais pour l'ensemble des êtres vivants de la planète. Et je pense qu'il faut absolument parvenir à dépasser cette question, je dirais, ces œillères nationales, si on veut mettre en place un vrai projet sur le changement climatique. Un projet d'ailleurs que je rapproche volontiers du projet de la construction européenne. C'est-à-dire que nous avons
quelque part, accepté, je dirais même embrassé, toute une série d'efforts, de contraintes qui étaient demandées par la construction européenne, parce que nous savions qu'ils étaient sous-tendus par un projet assez formidable de continent, je dirais, prospère, pacifié, réconcilié. Et que le projet de la construction européenne, c'était aussi un projet de réconciliation avec l'Allemagne, puis un projet de réconciliation avec les pays d'Europe centrale et orientale. Et mon sentiment, c'est que nous aurions tout à gagner de développer un récit, je dirais, relativement similaire sur les questions climatiques. Sauf que cette fois-ci, ce récit, évidemment, ça serait avec l'ensemble des pays de la planète. Et l'idée, comment est-ce que nous allons conserver une planète habitable, ça ne pourra se faire que en dépassant certaines frontières entre le nord et le sud, en pensant certaines plaies du colonialisme, et aussi sans doute par des modes de gouvernance mondiale. Il faut rappeler que le projet européen est le seul qui ait permis des modes de gouvernement démocratique supranational. Sans doute nous faudrait-il une forme de gouvernance aussi mondiale du climat. Alors je comprends tout à fait le parallèle avec l'Union européenne, et on pourrait vous rétorquer que en France, par exemple, en 2005, la majorité est restée arc-boutée sur la souveraineté nationale. Est-ce que ce n'est pas un risque que l'on peut rencontrer dans ce projet d'international écologiste que vous prenez? En somme, comment convaincre de la nécessité du combat écologique à l'échelle internationale, alors même que ce projet est perçu très largement comme un ensemble de contraintes, en fait, pour les gens dans tous les jours. Aujourd'hui, nous percevons largement la lutte contre le changement climatique comme un ensemble de contraintes à laquelle nous allons forcément, auxquelles nous allons forcément vouloir essayer d'échapper, comme une liste d'efforts à fournir, voire même de sacrifices à consentir. Et donc, je crains malheureusement que tant que nous allons rester sur cette logique, nous allons essayer d'en faire le moins possible et nous ne serons pas à la hauteur du défi. Et l'enjeu, c'est de voir comment nous allons parvenir à transformer cette contrainte en un défi que nous allons embrasser et qui va véritablement nous entraîner. Et pour ça, il va falloir évidemment une question de récit. À mon avis, ce récit, c'est un récit de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des êtres vivants aujourd'hui et à venir. Et c'est pour le moment ce récit-là qu'il faudra développer, et c'est ce que nous n'avons pas. D'ailleurs, nous allons beaucoup parler de récit, et pour faire la transition justement avec ces... Sinon, effectivement, on va s'arc-bouter sur des logiques de souveraineté et on va se dire, au fond, pourquoi est-ce que nous devrions faire des efforts, nous, plutôt que les autres? Bien sûr, c'est toujours un argument qui est ressorti. Pour embrayer sur la question des récits, j'aurais une dernière question à vous poser sur la place de l'art, pour terminer ces questions générales. Vous indiquez que, de par leur vie, leur comportement, il ne faut pas que les artistes, en tout cas les stars, les vedettes, soient des égéries de l'écologie, mais l'art, les films notamment, ont un impact sur les gens. Alors, vous n'en parlez pas dans votre essai, mais selon vous, quel est le rôle de l'art dans le changement des mentalités face à l'écologie? Par exemple, on peut penser à un film comme Don't Look Up, qui a eu un grand écho. Je pense que l'art a un rôle très important dans la création de ces récits. Et le problème, c'est que pour le moment, l'art est surtout mobilisé, quand on parle de l'écologie, dans une perspective d'effondrement, où en fait les images, l'avenir que l'art va nous montrer, la science-fiction, le cinéma, vont surtout être des images d'effondrement ou d'extinction, c'est-à-dire des images qui vont fonctionner comme des sortes de repoussoirs. Et la grosse question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir donner à voir, à mon sens, à quoi ressemblerait un monde décarboné. Et là, évidemment, l'art a, je crois, un très très grand rôle à jouer. Très bien, merci beaucoup. Les questions générales ont été posées. Maintenant, je laisse la parole à Paul-Emmanuel qui va justement approfondir ce sujet très important du récit pour l'écologie politique au XXIe siècle. Alors effectivement, on va parler du récit. Par contre, je ne vais pas lire tout ce que j'avais écrit parce qu'il y a une dizaine de pages et que le temps nous est un peu compté. Je voudrais juste, par contre, si vous le permettez, ajouter quelque chose. Quand on a parlé tout à l'heure de l'extrême droite et de l'honnêteté intellectuelle qu'elle aurait, j'ai une petite anecdote. Alors, moi, je suis un ancien militant de droite, pas de l'extrême, mais de la droite sarkozyste en France. J'ai fait ces campagnes en 2007 et 2012.
Et en 2008, j'étais responsable des jeunes pour la campagne, enfin l'un des responsables des jeunes pour la campagne régionale Languedoc-Roussillon. Donc c'est dans le sud de la France. Maintenant la région n'existe plus puisqu'on a fusionné avec Toulouse. Et il y a eu à un moment donné cette question, et je vais vous montrer à quel point la droite comprend strictement rien à l'écologie, qui était l'avenir de l'aéroport de Montpellier. Donc celui qui se présentait pour l'UMP à l'époque, qu'on appelle les Républicains maintenant, voulait agrandir l'aéroport de Montpellier et voulait faire un énorme centre de l'aviation, et notamment avec Ryanair et EasyJet, où il voulait avoir beaucoup de contacts avec eux, alors que pas loin de chez nous, on a Marseille, on a Nîmes, et puis un peu plus loin, on a Perpignan, et surtout, on a Toulouse. Donc en fait, on a 4 aéroports à moins de 2 heures de Montpellier, et ça servait sans doute à rien d'en créer un énorme à Montpellier. Et cette idée a convaincu beaucoup de gens dans l'équipe en disant oui, il faut qu'on fasse un énorme aéroport avec 30 rotations par jour, etc. Enfin, il y avait des chiffres qui étaient donnés. Ça, c'est un exemple en fait de politique, alors qu'il y a 4 aéroports énormes à côté de nous, qui montre souvent que la droite a très peu de conscience écologique et que des fois, malgré les discours, quand on est un peu dans le privé, c'est quand même assez difficile. Alors, pour revenir au récit... Pardon. Il y a aujourd'hui, à mon avis, une sorte de grand déficit à droite sur ces questions. Et je pense que une difficulté, c'est parfois la tendance à s'arc-bouter sur des modèles établis et à ne pas vouloir les remettre en question de façon potentiellement réformatrice. À mon avis, une des réformes les plus utiles et les plus importantes, en tout cas une des réflexions les plus utiles qu'avait entamé Nicolas Sarkozy quand il était président, c'était sa réflexion sur les indicateurs de la croissance et les indicateurs de la prospérité avec la fameuse commission menée par Amartya Sen, qui sont des travaux aujourd'hui, je pense, fondamentalement intéressants, alors qu'on s'interroge un peu sur ces modèles de croissance, ces idées de croissance-décroissance. Ces travaux sont d'une actualité extraordinaire et je pense que ça serait très intéressant de les lire. Oui, des fois on perd un peu ce qu'on a fait avant. Alors on va parler du récit, puisque comme je le disais, c'est vraiment la thèse principale de votre livre. Lorsqu'un chercheur lit un article, un livre ou regarde un reportage, il s'interroge de prime abord sur l'objectif du ou des auteurs. Le vôtre est de comprendre le récit de l'écologie politique. Vous indiquez en préambule, ouvrons les guillemets, pourtant l'environnement est désormais une priorité pour la plupart des Européens d'après de nombreux sondages. Malgré tout cela, l'écologie politique peine à s'imposer comme le grand récit politique du XXIe siècle. Pourquoi ? C'est la question centrale de ce livre. Fin de citation. Un peu plus loin, page 45, vous indiquez « Au contraire, je pense que la politisation de l'environnement est la condition de l'émergence de l'écologie politique comme récit politique majeur du XXIe siècle. » Fin de citation. Le récit de l'écologie politique, je trouve le projet complexe et fascinant. Le récit, nous l'avons oublié, mais c'est important. Dans un livre récent, l'historien Johan Chapoutot nous le rappelle. Dans le grand récit, c'est le titre de son livre, il montre comment les grands courants religieux et politiques ont écrit le leur pour parvenir au pouvoir et ou à contrôler les âmes et les esprits. Lisons Chapoutot en bref instant. Ouvrons les guillemets. Un récit ou une histoire, c'est le langage qui se saisit du réel et qui l'informe, lui donne forme à tel point que l'on puisse douter que le réel existe en dehors de lui. Tant on le vit, et on le pense à travers les catégories du langage avec les ressources et les lacunes de la langue. Ressources et lacunes déterminées géographiquement, socialement et historiquement. On ne voit jamais le réel qu'à travers le prisme de la langue et de tout ce qu'elle charrie comme réminiscence culturelle, réseau métaphorique et stéréotype. Et dans ce que peut la langue, le récit est ce type de discours qui donne sens, dans sa double acception de signification et de direction, et cohérence au monde en ordonnant les événements sur un axe temporel pour y distribuer les qualités, cause-conséquence, y démêler l'essentiel de l'accidentel et transmuer le hasard en nécessité. Fin de citation. Puis plus loin, il nous rappelle que, ouvrons les guillemets, l'importance du récit peut surprendre dans ce pays si brutalement matérialiste et si odieusement pragmatique. Mais ce n'est qu'une des multiples contradictions
ou compensation que l'on y constate, comme cette manie de s'embrasser, au sens littéral, de se prendre dans les bras, alors que les rapports sociaux y sont si violents. L'importance du récit est désormais telle, un peu partout dans le monde, que l'on a parfois le sentiment que l'intérêt principal de ce que l'on vit est de pouvoir être raconté. Et ce n'est pas l'importance de cette mise en scène de soi sur les réseaux dits sociaux, invention américaine qui nous démentira. Il me semblait important en introduction des 3 récits que nous allons aborder de citer Chapoutot pour savoir exactement ce qu'est un récit et surtout l'importance du récit dans une société. Le premier récit que je vous propose est le récit scientifique. Nous allons parler science et possiblement d'un paradoxe du discours écologique actuel, si vous me le permettez. Le discours dont je vais vous parler s'oppose au défaitisme ambiant. Vous indiquez dans votre ouvrage: on me demande souvent des raisons d'être optimiste face à la catastrophe en cours. Je pense que nous avons dépassé le stade où nous avions encore le loisir de nous demander si nous pouvions être optimistes ou pessimistes. Fin de citation. Vous faites d'ailleurs la démonstration du risque du pessimisme sur l'action. Vous écrivez, ouvrons les guillemets, « Ce sentiment d'impuissance ne va pas seulement nourrir l'éco-anxiété face à la catastrophe, mais va également renforcer l'inaction. Le sentiment que toute action est dérisoire face à la catastrophe annoncée. » Dans les petits États insulaires, Carole Farbocto a très bien montré comment le récit de submersion inéluctable des territoires, en raison de la hausse du niveau des mers, devenait consubstantiel de l'identité de leurs habitants et les empêchait de déployer des mesures d'adaptation qui auraient précisément permis d'éviter leur propre disparition. Fin de citation. Parlons du discours optimiste qui diffuse à la société. Tous ceux qui parlent du climat disent le faire au nom de la science, que ce soit le GIEC ou ceux qui s'y opposent. Plusieurs récits s'opposent donc, récits que je vais nommer climato-réaliste et climato-sceptique. Le climato-réalisme, on le connaît, c'est celui que le GIEC notamment, il n'est pas le seul, la plupart des scientifiques portent. Le climato-scepticisme est un récit divers qui est souvent caricaturé. Si on connaît au moins de loin l'idée selon laquelle il n'y a pas de réchauffement climatique, ou encore l'idée selon laquelle le réchauffement climatique ne serait pas d'origine anthropique, thèse popularisée par Camille Verès, il en est une troisième peu connue du grand public et négligée trop souvent par les spécialistes. Le réchauffement climatique est souhaitable. Oui, vous avez bien entendu, le réchauffement climatique serait souhaitable selon ce discours. Plus que cela, il est vital à la survie de toute vie sur Terre. Les tenants de cette théorie, Jean-François Ozol, François Gervais ou encore Patrick Moore, demandent à accentuer les émissions de gaz et notamment de CO2. Plusieurs raisons à cela que je vais énumérer. D'une part, la température. Pour ces auteurs, ingénieurs ou chercheurs au demeurant, l'augmentation de température précède l'augmentation de CO2 et non l'inverse. Ce raisonnement est basé sur la loi thermodynamique de Henry. Jean-François Ozol donne l'exemple d'une bouteille de champagne qui serait plus concentrée en CO2 si elle est stockée au chaud qu'au frais. François Gervais, dans son ouvrage Merci au CO2, déclare, ouvrons les guillemets, « Selon le GIEC, le dioxyde de carbone émis par l'homme est responsable du réchauffement de la Terre. Il faudrait donc d'urgence réduire nos émissions de CO2 si l'on veut éviter un cataclysme planétaire. Pourtant, comme le montrent les 2 prévisions citées plus haut, depuis plusieurs décennies, toutes les annonces d'apocalypse ont été démenties par les faits. La température moyenne de la planète a augmenté d'1 degré Celsius depuis le début du XXe siècle et la majeure partie de cette hausse, 0,6 degrés Celsius, est intervenue entre 1910 et 1945, alors que les émissions de CO2 étaient encore faibles. Après 1945 et jusqu'à 1975, les émissions de CO2 ont beaucoup augmenté et la température moyenne a baissé. Le lien entre CO2 et température moyenne est donc sans doute que beaucoup moins évident qu'on ne le dit. Fin de citation. Il est assez facile de raisonnablement débunker ces dires, mais ils se propagent trop dirais-je, facilement. D'autre part, les tenants de cette théorie indiquent que les plantes actuelles étant apparues au milieu du Crétacé il y a environ 240 millions d'années, elles ont besoin de beaucoup plus de CO2 que ce qu'il y a dans l'atmosphère aujourd'hui. Pour illustrer leurs propos, ils prennent l'exemple des serres dans lesquelles on augmenterait la teneur en CO2 jusqu'à 1600 ppm, soit peu ou prou 4 fois la teneur de CO2 atmosphérique actuelle. Leur expression est
ouvrons les guillemets, les plantes angiospermes sont en souffrance de CO2. Fin de citation. Selon eux, donc, une augmentation du CO2 atmosphérique conduirait à une augmentation de la surface végétale par les plantes de type C3, donc à une baisse de la température, à une évolution de l'intelligence humaine via l'augmentation du volume cérébral. Je note qu'il ne faut pas s'étouffer en lisant cela. Et attention, on atteint le niveau magique, une baisse du nombre de cancers humains, car les nitrates, c'est super pour la santé. On vous aurait menti depuis le temps. Dans son livre « Confession d'un repenti de Greenpeace », Patrick Moore écrit, ouvrons les guillemets, « C'est peut-être là ma pensée la plus hérétique. Nos émissions de CO2 pourraient être très bénéfiques, rendre peut-être plus habitables les endroits les plus froids de la Terre et augmenter considérablement les rendements des cultures alimentaires, énergétiques et forestières dans le monde entier. » Fin de citation. Nous avons donc là un récit qui dit se baser sur la science et c'est ce que les gens vont entendre, d'autant que les livres de ces auteurs sont mis au même niveau que les livres des climatologues dans les rayonnages des grandes librairies. Récit très optimiste qui dit in fine, plus on jouira, plus on se sauvera. Je voulais parler un peu du paradoxe que je vois dans ce récit. Parce que, bien sûr, la science, c'est la technologie, c'est avancer, etc. Il y a une sorte de défaitisme un petit peu, je trouve, dans l'écologie actuelle, dans le récit de l'écologie actuelle, et on a peur un peu de la technologie de la science. Et puis, ceux qui sont climato-sceptiques vont utiliser ce paradoxe et ce récit, se mettre là-dedans pour dire finalement, nous, les climato-sceptiques, on est plutôt sur l'avenir, etc. Donc, ma question, c'est... Alors, c'est ce qu'on avait noté, comment le récit de l'écologie politique peut d'une part s'opposer à un tel discours, et donc discours optimiste, et d'autre part, comment peut-il s'écrire et convaincre face à un tel discours, donc celui des climato-sceptiques. Et enfin, face à ce récit optimiste, comment le récit à l'avenir de l'écologie politique peut inciter à l'action. C'est-à-dire comment est-ce que d'une part on peut s'opposer à l'espèce de frayeur que l'on a de la science et au climato-scepticisme de l'autre qui, eux, s'engouffrent dans cette brèche. Le problème, je crois, c'est que pour le moment, le récit qui s'appuie sur la science, je vous disais, est un récit souvent d'efforts à faire, et parfois même un récit de retour en arrière, c'est-à-dire un récit qui est fondamentalement incompatible avec la notion de progrès. Et à l'inverse, toute une série de voix climato-sceptiques ou parfois un peu techno-solutionnistes vont mettre en avant la notion de progrès en disant voilà, l'humanité s'est toujours débrouillée, s'adaptera toujours, etc. Ne nous laissons pas tirer en arrière par toute une série de prêcheurs de l'effondrement, de marchands de peur, etc. Alors qu'à mon avis, le gros enjeu, c'est de voir comment, à partir de la science, on va parvenir à construire un récit de progrès. Ça va nécessiter, à mon sens, de pouvoir redéfinir toute une série de notions sur lesquelles nos sociétés se sont organisées, souveraineté, liberté, égalité, équité, responsabilité, qui sont des notions qui se sont développées, je dirais, à l'Holocène, c'est-à-dire une période géologique qui a été caractérisée à la fois par une grande stabilité du climat, mais dont quelque part la sortie est marquée par l'extraction des énergies fossiles. Et de pouvoir les redéfinir dans cette époque nouvelle dans laquelle nous sommes entrés, l'Anthropocène, l'âge des humains, qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté, la liberté, l'égalité à l'ère de l'Anthropocène? Et à mon avis, c'est de cette manière-là qu'on va construire un récit de progrès plutôt qu'un récit de privation ou un retour en arrière sur ces questions de climat. Et ça, c'est l'enjeu fondamental, je crois. D'ailleurs, concernant le retour en arrière, vous avez beaucoup de gens d'extrême droite. Par exemple, on a Piero San Giorgio ici en Suisse, qui je vois que ça fait sourire Samy, rien que le nom, qui a été conseiller d'ailleurs de l'UDC, donc c'est quelqu'un d'assez impliqué dans la vie politique suisse, et qui, lui, a créé ce qu'il appelle des bases autonomes durables, où il s'enferme un peu chez lui avec ses poules, avec ses cochons, avec ses fusils, parce qu'en Suisse, les armes sont plutôt diffusées. Et c'est des gens qui sont assez dangereux déjà pour porter un discours xénophobe et très nationaliste. Et pour eux, l'écologie, c'est ça, c'est de se replier sur soi et puis on ne va pas aller vers l'autre, etc. Donc ça me rappelle un peu ce que vous dites. Et c'est aussi
très clairement le projet qui est porté par l'extrême droite en France en matière d'écologie, c'est-à-dire un projet qui s'appelle de localisme, qui est un projet globalement de repli sur soi, et dont la forme la plus extrême arrive au survivalisme, où en fait vous repliez chez vous dans un bunker avec vos armes, vos stocks de pâtes, etc., de manière à tenir un siège. Et soyons clairs, dans cette logique survivaliste, ben, seuls les plus nantis, quelque part, parviennent à survivre. Donc, à mon sens, l'enjeu d'un projet cosmopolitique, c'est précisément de lutter contre cette sorte de tentation survivaliste qui va devenir une tentation de plus en plus forte si on a une sorte de récit d'effondrement plutôt qu'un récit de progrès qui s'impose. Et c'est là où, quelque part, et je ne suis pas du tout en train de dire qu'aujourd'hui, les collapsologues ou les tenants du récit de l'effondrement sont des militants d'extrême droite, mais je pense qu'ils peuvent en devenir les idiots utiles en quelque part renforçant cette logique un peu survivaliste. D'ailleurs, comme Piero San Giorgio a été cité, je précise que lui-même est climato-sceptique et parmi les écologistes d'extrême droite, alors je mets écologistes entre guillemets, on a presque l'impression que la question écologique est un prétexte puisque ils ont tendance à nier la responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique ou d'en minimiser les effets. Et en fait, ils ne voient que la menace migratoire, entre guillemets. Pour eux, c'est la démographie qui cause la catastrophe environnementale. Donc, on a presque l'impression que leur écologisme, entre guillemets, n'est qu'un prétexte de leur peur du grand remplacement. Comme absolument. J'ai d'ailleurs une question qui me vient, si vous me permettez une petite parenthèse. Vous avez fait un débat il y a quelques jours alors, sur l'émission de la 5, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, c'est vers 22h et quelques que ça commence. Oui, c'est ce soir. C'est ce soir, voilà, où vous avez, je les regarde toujours en replay sur YouTube, où vous avez été en débat avec quelqu'un du Front National qui est le porte-parole d'ailleurs, il me semble, du Rassemblement National et qui s'occupe de l'eau. Et est-ce que cet homme-là, alors moi j'ai écouté le débat, il paraissait sincère, je ne connais pas du tout le bonhomme, je ne sais pas qui il est, enfin je ne me rappelle même pas son nom. Est-ce qu'il vous a semblé sincère dans son discours sur l'écologie? Est-ce que vous pensez que un homme comme ça a sa place dans les discussions sur l'écologie ou est-ce qu'il peut représenter un danger, donc il faudrait l'écarter plutôt des discussions, enfin... Non, a priori, je suis démocrate, donc je ne pense pas qu'il faille écarter qui que ce soit du débat public. Maintenant, c'est vrai qu'au vu de l'historique de son parti, je peux beaucoup douter de sa sincérité. Là où il me semble que son discours est assez, je dirais, dangereux, ou en tout cas, c'est parce qu'il est persuasif sur ces questions. Et au fond, quelque part, ses arguments rejoignaient les arguments de militants écologistes plus radicaux sur l'eau comme bien public, sur la nécessité de gestion de l'eau en régie publique, etc. Et c'est là, évidemment, où il y a une sorte de grand danger, à mon avis, c'est que ce discours, qui peut paraître au départ assez généreux, ne peut pas, à mon avis, s'accompagner d'un discours de repli sur soi. Pour moi, le discours et le récit ou un projet écologiste ne peut par nature qu'être cosmopolitique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous dépasse nous-mêmes et qui nous force à considérer l'autre. Récit numéro 2, le récit que j'ai nommé « Le capitaliste par le consommateur ». Vous dites quelque chose de très juste dans votre ouvrage, ouvrons les guillemets, tandis que les militants pour le climat demandent sans cesse au gouvernement d'en faire davantage. La réalité est que ces gouvernements en pratique ne reçoivent pas un tel mandat de leurs électeurs. Comment dès lors espérer que la démocratie représentative puisse engager l'action nécessaire à lutter efficacement contre le changement climatique? La question à laquelle amène ce livre, c'est celle de l'incapacité actuelle de la démocratie représentative à mener des politiques transformatrices pour le climat ou la biodiversité. Fin de citation. Dans ce chapitre, je souhaite vous opposer à notre récit, celui des consommateurs, et vous poser une question similaire. Philippe Auberger, ancien président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, dans son essai « La démocratie à l'épreuve des marchés » daté de 2003, indique, ouvrons les guillemets, qu'il n'y a pas une semaine sans que le consommateur ne fasse l'objet d'une étude particulière. Son pouls est ausculté en permanence, ses besoins, ses réactions, ses attentes sont analysés, sous-pesés, tout comme son moral. Le citoyen exprime son opinion à travers les votes qu'il émet, mais entre deux votes, il laisse la vedette au consommateur qu'il faut choyer, protéger, écouter, afin qu'il puisse toujours être en état de consommer davantage et de façon diversifiée.
Mais à force d'être au cœur des préoccupations des entreprises, des médias et de la publicité, on en a fait peu à peu un mineur assisté, parfois sans défense. Face à des producteurs et des distributeurs parfois très puissants, économiquement, financièrement et sans scrupules, il a été nécessaire de créer des contre-pouvoirs afin d'éviter que le consommateur ne soit écrasé, soumis, contraint. Fin de citation. En 1984, l'avocat Luc Bill fait paraître un essai, et qui est le seul que j'ai spécifiquement trouvé sur le sujet. Samy nous indiquera s'il en existe d'autres, titré, ouvrons les guillemets, Une histoire du mouvement consommateur 1000 ans de lutte. Dans son ouvrage, cet avocat connu pour s'être battu contre l'industrie du tabac et qui fut, selon le journal Le Monde, ouvrons les guillemets, l'un des juristes les plus ardents défenseurs de la cause des consommateurs, fermons les guillemets, nous décrit l'organisation des consommateurs pour lutter contre les fraudes et les artisans, des artisans et des industriels, et ce, dès le Moyen-Âge. Pour lui, il y a une révolution du mouvement du consommateur au début du XXe siècle. Il écrit dans son ouvrage, ouvrons les guillemets, « Le début du XXe siècle va voir apparaître aux côtés du mouvement coopératif un début de mouvement strictement consumériste, au sens moderne du mot. Fondé en 1909 par un jeune homme, Armand Février, qui sera tué durant la Première Guerre mondiale, les ligues de consommateurs se développent rapidement entre 1910 et 1914. S'appuyant sur un journal au titre sans équivoque, Le Consommateur, les ligues adoptent un slogan non dénué d'humour. « Je dépense, donc je suis ». Leur programme rédigé par Armand Février tient en 3 points. La consommation est le but unique de toute activité économique. Premier point. Chaque fois qu'il a fallu, la puissance d'achat a fait entendre sa voix, mais l'éducation du consommateur est très en retard sur celle de toutes les catégories de producteurs. Deuxième point. Il est donc nécessaire d'instruire et d'organiser les consommateurs, de les constituer en un syndicat puissant, les représentant à côté des syndicats de producteurs, patrons et ouvriers, et dont le rôle est de lutter contre les fraudes et abus en tout genre. Dernier point, et fin de la situation. La Première Guerre mondiale, nous dit l'auteur, mettra un frein à cette initiative. Il va falloir attendre le 5 février 1928, date à laquelle le président Poincaré donne sa caution à la création d'une vaste confédération de consommateurs. Il déclarera, c'est Poincaré qui parle, ouvrons les guillemets, « Il est naturel, les consommateurs cherchaient aussi à se concerter. Je suis bien sûr qu'en associant les consommateurs, vous ne voulez ni restreindre les profits légitimes de la production, ni gêner l'activité du commerce. » Fin de citation. Le programme de cette Confédération générale pour la défense des consommateurs, c'est le nom, qui est constitué de 12 millions de consommateurs, est clair, ouvrons les guillemets, la discussion avec les représentants des producteurs et de tous les groupements économiques. La recherche du prix de revient et du prix de vente légitimement rémunérateur est obtenue par la régulation du marché. Un juste prix pour le consommateur, poursuivre l'éducation des consommateurs en ce qui concerne le choix, l'achat et l'utilisation des produits. Fin de citation. Mais, et c'est l'une des thèses de l'auteur du livre, la société de consommation n'était pas encore née. Elle ne naîtra qu'en 1962, lorsque le président Kennedy prend acte officiellement de la naissance du mouvement du consommateur, donc aux États-Unis, dans son discours sur l'état de l'Union. Kennedy nous dit « Les consommateurs, nous tous par définition, représentent un groupe économique le plus important et sont intervenus dans presque toutes les décisions économiques publiques et privées. Leurs dépenses représentent les 2/3 des dépenses économiques totales. Ils constituent pourtant le seul groupe qui ne soit pas réellement organisé et dont les avis le plus souvent ne sont pas entendus. » Fin de citation. Dans cette société de consommation, l'histoire semble nous apprendre que le consommateur citoyen a un rôle majeur dans les décisions des entreprises. Mais l'écologie ne semble pas être une préoccupation majeure. Bien sûr, il existe des groupements comme la Maison de la consommation et de l'environnement, mais la question environnementale reste minoritaire. Le jeudi 10 juin 2021, le magazine Envoyé spécial sort un documentaire titré « Nos très chers colis ». Dans celui-ci, les journalistes suivent un colis Zalando renvoyé par un couple qui a l'habitude de commander X paires de chaussures pour n'en garder qu'une seule. Face aux 1200 km qu'a fait leur colis avant de trouver preneur,
c'est-à-dire de leurs chaussures, la réaction du couple est sans appel. Ce n'est pas écologique, nous disent-ils, on y pensera, mais on ne changera pas. Après tout, ce monde de consommation est pratique, alors pourquoi demander aux entreprises de ne pas faire de greenwashing? N'est-ce pas finalement ce que nous leur demandons? Est-ce que la faute n'est pas celle du consommateur? Alors, on va en venir, et puis on parlait de l'eau et de privatisation, etc., sur le récit capitaliste. Alors, je vais juste vous montrer un livre qui est celui-là, Une histoire du mouvement du consommateur, 1000 ans de lutte. C'est l'un des seuls que je connaisse, en tout cas, Samy peut-être me dira s'il en existe d'autres, mais c'est l'un des seuls que je connaisse sur ce mouvement-là. Et dans votre livre, et puis tout à l'heure aussi, vous avez parlé du mandat que reçoivent les politiques. Et moi, pour vous paraphraser, j'ai envie de dire, les industriels ne reçoivent pas des consommateurs le mandat d'être plus respectueux du climat. Le consommateur veut avoir le produit. Et c'est vrai que sur les étiquettes, il y en a très peu qui regardent d'où vient le produit, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne proposeraient pas autre chose que le greenwashing? Et la seconde question que j'ai par rapport à ça, c'est est-ce que c'est la faute du consommateur ou de l'industriel et comment le consommateur pourrait faire pression utilement sur l'industriel pour changer les choses? Absolument. Aujourd'hui, globalement, on n'est pas du tout, même s'il y a certaines évolutions dans certains secteurs de la demande des consommateurs, mais on est encore logiquement dans une logique de surconsommation à laquelle nous sommes encouragés et par la publicité et de plus en plus par les influenceurs et les influenceuses des réseaux sociaux. Et donc, on est vraiment sur une sorte d'injonction paradoxale, en effet, où nous demandons quelque part aux entreprises d'agir, où nous voyons les entreprises comme très polluantes, mais en même temps, nous encourageons quelque part ces comportements de la part des entreprises. Je pense que ce qui me paraît assez important, c'est de réconcilier les questions d'action individuelle et d'action collective. Très souvent, les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas la possibilité d'agir sur les entreprises parce qu'ils se voient comme des consommateurs isolés et donc atomisés. Et je pense que l'enjeu, c'est de faire prendre aux consommateurs qu'ils ont ensemble, quelque part, une capacité d'action plus forte s'ils agissent en tant que citoyens, pas uniquement en tant que consommateurs. Et quelque part, ça serait une très grande victoire, et c'est pas pour rien d'ailleurs que les entreprises, y compris les plus polluantes, essayent d'insister beaucoup sur la responsabilité des consommateurs, sur la responsabilité de changer ces modes de comportement, parce que c'est une façon évidemment qu'on ne touche pas à la question du système et que les gens ne s'organisent pas en tant que citoyens et restent des consommateurs isolés, atomisés, dont les changements de comportement vont finalement, s'ils arrivent jamais, vont changer les choses uniquement à la marge. Donc, vous dites que c'est aussi au consommateur de prendre conscience qu'il n'est pas individuel et qu'il peut finalement, par association, par mouvement, avoir plus de pression. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que on consomme beaucoup et puis je pense qu'on n'a pas forcément conscience de ça, en fait, de notre impact sur... Troisième récit, le récit religieux. Alors ce récit-là est peut-être un peu plus connu maintenant, il était moins à l'époque, mais je souhaite faire un historique. Dans votre essai, page 86, vous notez ceci, ouvrons les guillemets. Je crois aujourd'hui que si le changement doit advenir, il viendra davantage par des minorités déterminées que par une majorité conscientisée. Serge Moscovici a théorisé dans un ouvrage majeur comment les minorités actives pouvaient transformer la société. Jusqu'ici, il faut reconnaître que ces minorités actives ont été largement négligées par l'écologie politique dans son désir de rassembler une majorité. Aucun lobby ou réseau d'influence n'a véritablement été construit. Je ne pense plus aujourd'hui qu'il soit possible de faire adhérer une majorité de la population à des mesures qui permettent de garder la terre habitable pour tous. Fin de citation. Je suis paradoxalement d'accord et en désaccord avec votre idée. En désaccord car de fait une majorité est déjà rassemblée autour de l'écologie. Elle l'est par un acteur de fait politique mais qui ne se présente à aucune élection, le religieux. Permettez que je résume 50 années de réflexion religieuse sur l'écologie. Bien sûr, étant catholique, je vais me pencher un peu plus sur le catholicisme. En 1971, dans la lettre apostolique Octogesima Adveniens, datée du 14 mai 1971, le pape Paul V s'est référé à la problématique écologique en la présentant comme une crise qui est, ouvrons les guillemets,
une conséquence dramatique de l'activité sans contrôle de l'être humain. Par une exploitation inconsidérée de la nature, il risque de la détruire et d'être à son tour la victime de cette dégradation. » Fin de citation. Le 16 novembre 1970, pratiquement une année plus tôt, lors de son discours à l'occasion du 25e anniversaire de la FAO, il a appelé la FAO de la possibilité de, j'ouvre les guillemets, l'effet des retombées de la civilisation industrielle qui risque de conduire à une véritable catastrophe écologique, en soulignant, je rouvre les guillemets, l'urgence et la nécessité d'un changement presque radical dans le comportement de l'humanité. Parce que, ouvrons toujours les guillemets, les progrès scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses techniques les plus étonnantes, la croissance économique la plus prodigieuse, si elle ne s'accompagne d'un authentique progrès social et moral, se retournent en définitive contre l'homme. Fin de citation. Saint Jean-Paul II a très à cœur ce sujet de l'écologie. Elle sera l'un des thèmes de sa première encyclique Redemptor Hominis, datée du 4 mars 1979. Dans celle-ci, il prévient que l'être humain semble, ouvrons les guillemets, ne percevoir d'autres significations de son milieu naturel que celle de servir à un usage et à une consommation dans l'immédiat. Fermons les guillemets. Dans sa lettre encyclique Sollicitudo Rei Socialis, datée du 30 mars 1987, il indique que, ouvrons le guillemet, le développement humain authentique a un caractère moral et suppose le plein respect de la personne humaine. Mais il doit aussi prêter attention au mode naturel et tenir compte de la nature de chaque être et de ses liens mutuels dans un système ordonné. Fin de citation. Dans la lettre encyclique Centesimus Annus, datée du 1er mai de 1991, 1er mai 1991, il fait remarquer qu'on s'engage trop peu dans la, ouvrons les guillemets, sauvegarde des conditions morales d'une écologie humaine authentique. Fermons les guillemets. La notion d'écologie humaine, qui renvoie à un courant de la sociologie né dans les années 1920, dans les années 20, appartient dorénavant à la doctrine sociale de l'Église et est définie dans l'encyclique comme le fait que, ouvrons les guillemets, non seulement la terre a été donnée par Dieu à l'homme qui doit en faire usage dans le respect de l'intention primitive, bonne, dans laquelle elle a été donnée, mais l'homme lui aussi est donné par Dieu à lui-même et il doit donc respecter la structure naturelle et morale dont il a été doté. Fin de citation. 10 années plus tard, dans sa catéchèse du 17 janvier 2001, il en appelle à une conversion écologique globale. L'actuel pape François résume la pensée de Saint Jean-Paul II sur l'écologie comme suit, ouvrons les guillemets. La destruction de l'environnement humain est très grave parce que non seulement Dieu a confié le monde à l'être humain, mais encore la vie de celui-ci est un don qui doit être protégé de diverses formes de dégradation. Toute volonté de protéger et d'améliorer le monde suppose de profonds changements dans les styles de vie, les modèles de production et de consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent aujourd'hui les sociétés. Fin de citation. Depuis 1979, il appelle très vivement les catholiques à devenir écologistes et à agir. Ses successeurs, et nous allons le voir, font de même. Benoît XVI poursuit sur l'idée d'écologie humaine telle que définie par Saint Jean-Paul II, en rappelant dans sa lettre encyclique Caritas in Veritate, datée du 29 juin 2009, que, ouvrons les guillemets, le livre de la nature est unique et indivisible, qu'il s'agisse de l'environnement comme de la vie, de la sexualité, du mariage, de la famille, des relations sociales, en un mot, du développement humain intégral. Les devoirs que nous avons vis-à-vis de l'environnement sont liés aux devoirs que nous avons envers la personne considérée en elle-même et dans sa relation avec les autres. Fin de citation. Dans 2 discours, il invitera directement à l'action. Premièrement, le 8 janvier 2007, face au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, il renouvelle l'invitation à, ouvrons les guillemets, éliminer les causes structurelles des dysfonctionnements de l'économie mondiale et à corriger les modèles de croissance qui semblent incapables de garantir le respect de l'environnement.
Fermez les guillemets. Le pape actuel poursuit sur la même idée de cette écologie humaine. Le pape François utilise cette notion dans ses discours. Ouvrons les guillemets. De là ma proposition de protéger la terre en faisant alliance avec elle afin qu'elle continue d'être comme Dieu la veut, source de vie pour toute la famille humaine. Ça, c'est un extrait du discours à Coldiretti du 31 janvier 2015. Mais son apport le plus important à ce jour sur l'écologie est sa lettre encyclique Laudato Si, qui est de plus en plus commentée. Ouvrons les guillemets pour le citer. Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée. Cela permet de répondre à une accusation lancée contre la pensée judéo-chrétienne. Il a été dit qu'à partir du récit de la Genèse qui invite à dominer la terre, on favoriserait l'exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l'être humain comme dominateur et destructeur. Ce n'est pas une interprétation correcte de la Bible comme le comprend l'Église. S'il est vrai que parfois nous les chrétiens avons mal interprété les Écritures, nous devons rejeter aujourd'hui avec force que, du fait d'avoir été créés à l'image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle que nous avons une domination absolue sur les autres créatures. Il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte avec une herméneutique adéquate et de se souvenir qu'ils nous invitent à cultiver et garder le jardin du monde. Alors que cultiver signifie labourer, défricher ou travailler, garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. Fermez les guillemets. On le voit, le catholicisme, via la papauté, s'investit dans un récit écologique. Je parle du catholicisme car je travaille bénévolement pour une paroisse, mais les autres religions ont également un récit sur l'écologie. Alors, le troisième discours qu'on a vu, alors je précise que je lirai exactement les pages que j'avais écrites pour vous, mais vous les avez lues, vous avez reçues il y a quelque temps. Alors, c'est le discours religieux, je montre ce livre du pape François, Laudato Si, qui est la dernière encyclique sur l'écologie et qui appelle les catholiques à agir. Et d'ailleurs, moi, je m'occupe sur Lausanne d'éco-église, c'est-à-dire que c'est... Enfin, je m'occupe, je suis pas le seul, on est quelques-uns. C'est-à-dire que le but, c'est de rendre l'Église plus propre et de pousser les catholiques à agir pour l'environnement. Et j'aimerais mettre en place sur Lausanne un cycle de conférences. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresserait de participer et de parler aux catholiques du réchauffement climatique, de la politique. Je vais à Lausanne en novembre, si vous voulez. D'accord. Alors, je vais le noter. Vous me direz la date exacte et puis je vais voir s'ils acceptent de... la faculté de médecine. Ah, très bien. Ben, je suis postdoctorat à la faculté de médecine, alors peut-être qu'on se verra. D'accord, très bien. C'est bien les 50 ans, hein, je ne me trompe pas. Hein. Ah, j'en ai aucune idée. Je crois, il y a des célébrations en novembre pour un anniversaire de la faculté de médecine. Ouais. D'accord. Alors, je vous contacterai à ce moment-là, comme ça on peut aussi faire, je pense, des conférences là-dessus. Alors, sur l'écologie, donc sur la religion, ce que je racontais, c'est qu'il y a un discours religieux très fort sur l'écologie qui a commencé il y a quelques années déjà, en 1970-1972. Et donc, je me demandais comment l'écologie politique, puisque c'est le terme que vous employez dans votre ouvrage, peut intégrer ce récit pour constituer le sien. Par exemple, je notais que la nouvelle patronne des Verts en France a cité le récit écologique du pape, c'était en février. Et comment le récit d'écologie politique peut se séparer du caractère partisan. Alors, c'est un mot, j'ai vu qu'il n'était pas employé dans votre essai pour convaincre les citoyens qui ont la foi et qui sont sans doute nombreux de les rejoindre. Je pense d'abord que c'est un message, celui de Laudato Si, ou celui d'autres leaders religieux, qui peut parler au-delà du cercle des croyants et qui peut être une sorte de philosophie qui s'adresse aussi aux laïcs. Et je ne voudrais pas qu'on soit dans une sorte de logique de camp un peu contre camp. Et la question, c'est aussi, à mon sens, comment est-ce qu'on peut concevoir la question de la lutte contre le changement climatique comme une sorte de devoir moral, comme une sorte de responsabilité que nous puissions avoir vis-à-vis de l'autre. Et donc, à mon sens, ce qui est vraiment très important dans la réflexion du pape François, c'est la réflexion qu'il a par rapport à l'autre, que cet autre soit dans le cadre du changement climatique ou dans le cadre des migrations, sur lesquelles il développe une rhétorique, une pensée que je trouve assez proche. Et donc, c'est ça, à mon avis, le gros enjeu. Oui.
Donc, vous dites que le discours de l'écologie politique peut intégrer cela, mais aller au-delà pour ne pas être seulement dans le champ religieux et pour les croyants, mais pour tout le monde, en fait. Mais la question du récit peut aussi, quelque part, se nourrir de croyances, bien entendu, et peut se nourrir de questions et de réflexions éthiques et morales auxquelles les religions peuvent évidemment apporter leur contribution. Je vois que Samy a une remarque. Oui, alors j'avais une question à poser peut-être à tous les deux. Tu peux également y répondre, Paul-Emmanuel, puisque pour avoir discuté avec des écologistes chrétiens, eux-mêmes sont assez désemparés par le fait que l'encyclique du pape François, Laudato Si, a été en fait plutôt mal reçue par beaucoup de catholiques, puisque beaucoup de catholiques sont climato-sceptiques ou alors ils ne prennent pas au sérieux les questions environnementales de manière générale. Donc, je ne sais pas quel est ton sentiment, Paul-Emmanuel, et quel est le vôtre, François Gemène. Non, je suis assez frappé du fait que dans pas mal de milieux catholiques, le discours du pape n'a plus l'air de porter beaucoup. Et j'ai l'impression que, quelque part, c'est parce que c'est un discours qui peut, quelque part, chambouler une certaine forme d'ordre établi et qui s'inscrit contre une certaine forme de conservatisme aussi. Alors, je vois un peu autre chose aussi dans le fait que le discours du pape soit mal reçu. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, Samy. Ce discours-là, l'encyclique de 2016, a été assez mal perçu. Et lorsqu'il a créé Éco-Église, alors Éco-Église, c'est un peu avant l'encyclique, puisque c'est 2013-2014, beaucoup de catholiques se sont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Et les gens ne comprenaient pas. Moi, j'ai une question à vous poser par rapport à ça, parce que on parle de conservatisme, etc. Moi, je pense qu'il y a aussi une radicalisation du mouvement. Et là, je vais parler chrétien. Vous savez que dans le champ chrétien, vous avez deux visions de voir le pape. Soit vous êtes cédévacantiste et vous pensez que le pape n'est pas à sa place, et ça, c'est très représenté par l'extrême droite. Et vous avez des gens comme moi qui vont plutôt suivre le pape parce que le pape veut aussi intégrer l'Église catholique dans le monde moderne et que, bon, il y a beaucoup de choses que des jeunes catholiques ne font plus, par exemple des rapports avant le mariage, etc. Enfin, on le fait, je veux dire, il y a beaucoup de choses que, bon, on est plus dans le monde moderne que dans un monde plus ancien. Mais il y a une radicalisation de ce fait-là. Comment ? Je trouve le pape assez moderne, personnellement. Oui, voilà. Et c'est là où je veux en venir. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une radicalisation, alors je parle du religieux ici, mais complète de la société, qui fait qu'au final, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à discuter, on n'arrive plus à comprendre l'autre, on n'arrive plus à comprendre les enjeux du 21e siècle? Il y a, je pense, dans la société aujourd'hui une sorte de logique, et c'est particulièrement marqué, je crois, dans la société française, une sorte de logique où on va être camp contre camp, où on va voir les autres uniquement en termes d'alliés ou d'adversaires. C'est-à-dire qu'on va quitter le champ d'une sorte de débat démocratique, rationnel, où on va, à partir de l'échange d'arguments raisonnés, essayer de construire un consensus, pour arriver dans une logique d'affrontement, de camp retranché, camp contre camp. Et à mon avis, c'est le meilleur moyen, sur les questions écologiques en tout cas, d'arriver à l'immobilisme le plus total. Mais en même temps, dans votre livre, vous réhabilitez le combat politique, le fait que, effectivement, les écologistes sont minoritaires et ils doivent l'assumer. Vous dites, le titre même de votre livre, c'est « L'écologie n'est pas un consensus ». Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'une très grande naïveté dont on a fait preuve sur les questions écologiques, c'était précisément de supposer que le climat n'était ni de gauche ni de droite et que quelque part ces questions écologiques allaient tous nous rassembler. Nous sommes rassemblés sur le constat, et aujourd'hui l'inquiétude sur ces questions traverse largement les lignes politiques, mais par contre nous sommes évidemment divisés sur les solutions à mettre en œuvre, sur les manières d'y répondre. Et c'est là où il est très important justement, à mon sens, d'assumer ces divisions pour voir comment il est possible ensuite de les dépasser. Et si au contraire, nous faisons de l'écologie comme un truc un peu technique en occultant ce volet politique, c'est à ce moment-là qu'on va raviver des tensions anciennes dans la société ou en faire naître de nouvelles. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de partisanisme dans l'écologie aussi? Si, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui
notamment vis-à-vis de son incarnation dans les partis écologistes, où il y a indéniablement une victoire culturelle importante, où aujourd'hui c'est devenu un thème que plus aucun parti ne peut ignorer et que tous les partis doivent traiter. Mais effectivement, le revers de cela, c'est qu'il y a la question pour les partis écologistes de savoir quelle est encore leur plus-value, quelle est encore leur spécificité par rapport à d'autres partis du spectre démocratique habituel et qui aujourd'hui ont largement intégré cette question écologiste. Alors, on arrive maintenant à la question bonus, puisque je vois qu'il nous reste quelques minutes. Alors, dans son ouvrage, je dis posthume, parce qu'en fait, c'est des écrits qu'il avait fait, puis on l'a regroupé pour lui, qui s'appelle Les deux révolutions françaises, l'historien italien Guglielmo Ferrero. Alors, j'ai oublié de prendre le livre pour le montrer, mais je le montrerai lors du montage, indique que la révolution française fut une double révolution, destructrice et constructrice. Si on considère que l'écologie et son récit sont des révolutions, quelle serait la partie constructrice et quelle serait la partie destructrice selon vous? À mon avis, on le voit très bien. La partie destructrice, c'est qu'il s'agit en quelque sorte de mettre un terme aux énergies fossiles. Et ce n'est pas juste remplacer des énergies fossiles par des énergies décarbonées. Mettre un terme aux énergies fossiles, ça veut dire aussi, quelque part, mettre à bas le monde qui s'est quelque part un peu organisé autour des énergies fossiles, ce que j'appellerais, en quelque sorte, il s'agit d'en finir avec l'Holocène. Et la question de ce qu'il faut créer, c'est en fait l'Anthropocène. La question, c'est de savoir comment nous allons gouverner cette sorte de terre nouvelle que nous allons transformer. Et pour ça, il va nous falloir de nouvelles cartes de géographie, de nouvelles boussoles politiques et géopolitiques. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est de quelque part d'achever ce monde holocénique auquel nous restons très accrochés, notamment parce qu'il génère encore énormément de profits, et de parvenir à faire émerger ce monde décarboné. Et pour cela, c'est pas juste, comme on l'a parfois cru et comme on le croit parfois naïvement, c'est pas juste une question de remplacer des énergies fossiles par des énergies décarbonées. La question, c'est comment est-ce qu'on va aussi repenser toute une série de concepts sur lesquels ce monde était fondé et qui vont devoir évoluer à l'avenir. J'en profite pour souligner que vous avez écrit un atlas de l'Anthropocène qui est fort utile. Alors, excuse-moi, Emmanuel, je t'ai coupé, tu peux... Oui, alors, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là dans ce que vous dites, et je pose aussi la question à Samy, parce qu'il est, je pense, un peu plus jeune que moi, enfin, je suis sûr même. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'excitant dans la création un peu de cette sortie d'un nouveau monde d'un ancien monde vers le nouveau, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'excitant aussi pour la jeunesse de penser ce nouveau monde et d'avoir en fait presque une feuille blanche devant soi et où il faut écrire, en fait, repenser tous les concepts et tout? C'est à la fois vertigineux, et donc ça fait forcément un peu peur, mais c'est aussi exaltant, vu l'ampleur du défi et vu la nécessité de tout réinventer. Bien sûr, mais c'est ça qui rend les choses à la fois si difficiles, parce qu'il faut tout remettre à plat et tout réinventer, c'est ça qui les rend aussi exaltantes, c'est la possibilité de repartir en quelque sorte d'une feuille blanche. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Samy, qui est le plus jeune dans nous trois? Alors, je ne suis pas non plus extrêmement jeune, enfin, je suis un peu moins vieux. Alors, je pense la même chose que ce qui a été dit, c'est-à-dire que le fait que nous avons la responsabilité de l'avenir, ça peut être exaltant, mais après, ce que je constate, c'est qu'il y a aussi une forte angoisse qui est paralysante chez beaucoup de jeunes. Ça, je le vois chez mes élèves ou mes étudiants. Beaucoup me font part de leur éco-anxiété et pensent que voilà, tout est perdu. On revient au récit des effondries, des collapsologues qui peuvent avoir cet effet-là. Un effet qui pousse au désengagement de la scène politique. Oui. Donc c'est vraiment un risque à conjurer. Et moi, je suis très inquiet d'une certaine forme de vague de défaitisme qui parfois semble gagner la société. Et je crois que c'est aussi un enjeu pour les chercheurs ou pour les militants. C'est aussi parfois d'encourager ceux qui avancent dans le bon sens, d'encourager ceux qui défrichent des voies nouvelles dans lesquelles le reste pourra s'engager pour la suite. Et ça, à mon avis, c'est vraiment un enjeu tout à fait essentiel. Oui. Oui. D'ailleurs, il y a un point dans votre livre sur lequel je suis tout à fait en accord, quand vous dites que lorsque se réunissent les fameuses COP, les conférences des partis sur le climat, des objectifs extrêmement ambitieux sont fixés. Voilà, réduire la consommation d'énergie fossile
à presque rien d'ici 2050. Vous dites que ça a un effet dépolitisant, puisque l'objectif est tellement énorme que, bon, comment l'atteindre, voilà. L'enjeu, si on veut quelque part politiser les choses au sens des choix collectifs que nous devons poser aujourd'hui, c'est de les définir sur une trajectoire, là, pour le moment. Oui, voilà. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent, en fait, tout est perdu, on ne peut rien faire. Donc, il y a c'est un peu ces deux extrêmes qui empêchent finalement d'avancer. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et qui aussi ne nous font pas voir que le changement climatique est un problème graduel et non pas un problème binaire, en fait. Et que parfois, si on voit les choses blanches ou noires, on peut vite penser que tout est perdu ou qu'il n'y a plus rien à faire ou que c'est trop tard. Et puis, il n'y a jamais rien à faire. On peut toujours limiter. Il n'est jamais tout à fait trop tard. Effectivement. Et ça, je pense que c'est une bonne chose à dire. Il n'est jamais tout à fait trop tard, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à le penser. Et ça, c'est, je pense, quelque chose à retenir. Est-ce que pour la fin de l'entretien, vous avez quelque chose à rajouter, un point dont on n'aurait pas parlé, mais important à définir? Non, simplement pour dire que, effectivement, construire ce récit, à mon avis, c'est une tâche fondamentale à laquelle il faut s'atteler. C'est pas juste une question des chercheurs, c'est aussi une question des médias, des artistes, on en a parlé, et de la société dans son ensemble. Et il va falloir construire en plus un récit coordonné à l'échelle internationale. Et ça, évidemment, c'est une autre difficulté dans un monde très fragmenté. Ça sera quelque chose, je pense, de difficile, mais je pense que l'humanité, c'est comment il s'appelle, Michelet, qui disait des croisades de l'humanité s'est enfin retrouvée. Je ne sais pas si tu connais cette citation, je pense que sur l'écologie, l'humanité peut enfin se retrouver. Non, c'est aussi un moment, effectivement, où l'humanité peut se retrouver. C'est aussi une sorte de rendez-vous, quelque part, avec l'histoire de la Terre. Oui. Alors, je rappelle votre livre, L'écologie n'est pas un consensus chez Fayard. J'invite fortement les gens à l'acheter, à le lire. Moi, je l'ai lu 2 fois pour cet entretien, et les 2 fois, je ne me suis pas ennuyé. J'ai trouvé de nouvelles choses que je n'avais pas vues forcément la première fois. Donc, je pense que même une 3e lecture serait la bienvenue. Et vous avez aussi un ouvrage, il me semble, que je vais acheter et lire sur les migrations. Ah oui, oui, tout à fait. On a tous un ami noir. Est-ce que vous pouvez nous en parler une minute, quelques secondes de ce livre? C'est un ouvrage qui interroge les raisons pour lesquelles, au fond, toute une série de concepts de l'extrême droite, de manières de l'extrême droite de poser les questions, nous sommes presque devenus complices à notre insu. D'où le titre, On a tous un ami noir. Très bien. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour le temps que vous avez pris pour être interviewé par nous deux.